Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode du Dealmaker Show en direct du PEX. Aujourd'hui, un sujet très important, on va couvrir le secteur de la défense. À mes côtés, Patrick Mousset, partenaire chez Goling, Michel Béard, vice-président de Défense Angel, et Maxence Casper, directeur chez Wimberg Capital Partner. Alors justement, comme je disais, vous étiez tous les trois sur scène pour explorer un thème sectoriel, un sujet d'actualité, le sujet de la défense qui est c'est un des secteurs du moment en plein boom. C'est un secteur qui est aussi très sclérosé avec beaucoup de gros acteurs mastodontes du secteur et d'autres plus petits acteurs. Comment vous, en tant qu'investisseur, vous participez justement à consolider ce secteur? Je vous en prie, Maxence. Alors, je me permets de démarrer. Donc, on a lancé donc chez Wimberg Capital à l'initiative donc de Serge Wimberg, notre fondateur, le premier fonds donc dédié aux PME de la défense et de la Qui sécurité. date de Donc, quand c'est une initiative qui date d'avant la guerre en Ukraine. Donc, ça a été lancé. Enfin, le projet a été lancé en 2021 et on a fait notre premier closing en début 2023. Et donc, pour répondre à votre question, donc nous on a un fonds qui est dédié aux PME qui fait à peu près 300 millions d'euros. Et on est, c'est vrai, sur un secteur qui est particulièrement fragmenté. Il y a, comme vous le dites, les primes qui gèrent le haut du marché. Et on a pas mal de PME qui travaillent donc pour ces acteurs et qui sont en très grand nombre. Donc ce qu'on essaie de faire, et ce qui illustre d'ailleurs une transaction qu'on a annoncée la semaine dernière, on essaie donc de prendre ces PME et de les regrouper avec d'autres PME de manière cohérente, hein, évidemment, parce que l'idée n'est pas d'empiler les choses. Et c'est l'exemple typiquement de chez Nocere, qui est un acteur de référence de la mécanique de précision, qui a racheté donc LGB et qui lui permet de compléter à la fois son portefeuille client et son offre de service. Très bien, merci beaucoup Maxence. Michel? Oui, bah nous avons décidé de créer Défense Angels, donc un réseau de business angels. Là aussi, on a été précurseur fin 2021, avec pour but de contribuer au continuum de financement de l'industrie de défense, et donc de commencer par le début, c'est-à-dire par les startups, et donc d'investir dans des technologies duales qui nous permettent d'apporter de la souveraineté, de la dominance stratégique et de la disruption en termes technologiques à notre défense. Vous avez investi dans combien de startups pour l'instant? À ce jour, on a investi déjà dans 25 startups. On investit maintenant sur un rythme entre 10 et 15 startups. On reçoit 250 dossiers par an. Et Ok. donc, on est très actif dans ce domaine. Purement française ou aussi européenne? Alors, on est purement français en tant que Défense Angels, mais fin octobre, pendant la semaine de la défense qu'on a co-organisée avec BPI France, on a annoncé la création de DAEN, Defense Angels European Network, qui est donc le réseau européen qui va couvrir les 27 pays européens, mais en fait un peu plus, puisqu'on va couvrir également l'Ukraine, on va couvrir évidemment l'Angleterre. Très bien, très belle initiative. Merci Michel. Et vous Patrick, justement, en tant que conseil, comment on participe à l'alignement des intérêts entre toutes ces différentes parties prenantes? Ah, il y a plusieurs sujets. D'abord, le premier, c'est celui que nous, conseil, commence à travailler sur le sujet de la défense, qui a été, en tout cas dans le private equity, pendant très longtemps, mis de côté pour des raisons alors, peu juridiques, mais plutôt, on va dire, de réputationnel, puisque ça fait partie des trois secteurs que beaucoup de fonds, de façon habituelle, s'interdisent, dans lesquels s'interdisent d'investir. Et le deuxième sujet qui était celui de l'ESG, alors ça a été démontré chez vous, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, et puis par la place maintenant, mais c'est que la défense est purement ESG, puisqu'il y a la souveraineté, la défense est un des points Donc pour nous, avocats, à part peut-être les grands groupes, il y avait peu de travail sur le sujet, mais aujourd'hui ça se développe énormément. On voit d'ailleurs des fonds qui changent de paradigme, et puis aussi l'importance de financer, puisque l'idée c'est que la souveraineté française ou européenne doit être restaurée, et c'est via le privé, en tout cas, que ça va se faire. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit comme dossier, c'est surtout des dossiers un petit peu, on va dire, comme les tiens. Et puis, ça commence à... Enfin, dans la défense, il ne faut pas penser que c'est seulement uniquement, on va dire, des bombes et de la poudre, hein, mais ça va de la technologie, j'exagère un peu presque au boulon. Donc, en fait, le secteur est assez large. Les sujets auxquels il faudra penser, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est aussi la crainte aussi que le public ou les investisseurs peuvent avoir, c'est de la possibilité, de l'impossibilité ou de la difficulté de revendre. Et on a eu une discussion avec les DGA On y aujourd'hui. reviendra justement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parlera un peu plus tard. Très bien. Merci beaucoup Patrick sur ce point justement sur la distinction entre ESG et défense. Il y a aussi d'autres questions. La défense, c'est pas un secteur classique par essence. Il y a une question qui se pose sur l'aspect d'investissement sur les actifs létaux, non létaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient dans votre thèse d'investissement, une thématique que vous avez particulièrement en tête, Maxence?
Alors sur le sujet, effectivement, on peut se poser la question de est-ce une distinction qu'il est pertinent de faire? Non, enfin nous la manière dont on approche le sujet, et pour rebondir sur ce que disait Patrick, pour nous la défense est absolument compatible avec l'ESG. Hein. D'ailleurs, on se place sous l'ODD 16 des Nations Unies sur le sujet. Non, la manière dont on va, comment dirais-je, appréhender le sujet, c'est qu'on va s'assurer que la société est compliant avec l'ensemble des règles édictées par l'État, puisque en fait la défense, contrairement à bien d'autres secteurs, est extrêmement régulée. Il est interdit d'exporter du matériel de défense sans avoir l'autorisation de l'État, c'est illégal. Il faut passer sous les fourches codines d'un comité interministériel. Et donc, on fait notamment ce type de due diligence pour s'assurer que tout est carré dans les sociétés qu'on étudie. Merci beaucoup Maxence pour ce point. Michel, vous souhaitez rajouter un mot là-dessus? Oui, la frontière entre létal et non létal, elle est assez théorique en fait. Quand vous prenez un drone que vous offrez à vos enfants, vous ne vous posez pas la question si le drone est létal ou pas. Sauf qu'en Ukraine, ce même drone, il est utilisé de manière létale. Donc il faut prendre un peu de recul et bien comprendre que le secteur de la défense, c'est un secteur très protéiforme qui couvre toutes les technologies, qui couvre tous les secteurs, depuis l'espace, en passant par les télécommunications, les robots, les drones, la cybersécurité. Enfin, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Patrick, vous souhaitez ajouter un mot là-dessus? La plupart en fait des entreprises auxquelles on pense sont duales, donc une activité civile et militaire. Quand on regarde statistiquement, je crois qu'on parle peut-être 3 ou 4% des entités sont purement militaires. Donc en fait, il y a les deux aspects sur lesquels il est important de s'appuyer. Et aussi sur le contrôle de l'export, l'État français n'a pas de velléité de bloquer ce type d'entreprise. Hein. C'est bien de pouvoir que les fleurons français puissent exporter également. Donc il n'y a pas forcément de sujet. Et justement, un autre sujet qui fait lien un petit peu avec ma première question. Bismart était notamment présent au Salon du Bourget il y a quelques mois et on nous disait beaucoup que finalement il y avait beaucoup d'effets d'annonce, mais que les carnets de commandes, les commandes publiques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Alors est-ce que finalement, si on parle de liquidité des actifs dans la défense, est-ce que le secteur n'est pas peut-être plus fragile que le reste de l'économie, ou en tout cas que d'autres secteurs? Michel ou Maxence, qui veut se lancer? Vas-y, Maxence. Enfin, il y a deux questions dans votre question. Il y a une question de carnet de commandes, et ensuite il y a une question de liquidité des actifs. Sur la question du carnet de commandes, nous, ce qu'on voit sur les sociétés, en tout cas dans lesquelles on a investi, et qui sont effectivement toutes assez différentes les unes des autres, mais les carnets de commandes poussent quand même pas mal. Après, c'est vrai que c'est souvent sous l'effet de l'export. Alors, pas forcément de l'export direct, mais de l'export des clients des sociétés dans lesquelles on a investi, qui sont souvent en fait les grands primes français. Ça, c'est sur le premier point. On voit quand même un marché, en tout cas, qui est actif de notre point de vue. Sur la partie liquidité, effectivement, c'est un secteur qui a ses règles à la sortie. Après, comme je pense qu'on le disait lors de la conférence, le cas économique, en tout cas des sociétés qu'on regarde, est très probant, puisqu'on est généralement sur des sociétés qui sont à très forte composante technologique, donc généralement avec un très bon niveau de rentabilité, puisqu'avec des services ou des produits à forte valeur ajoutée, des marchés qui sont en croissance et une certaine visibilité, en tout cas sur la composante défense. Et effectivement, en général, les sociétés dans lesquelles on investit ont un pied défense, mais un pied aussi civil, c'est ce que rappelait Patrick. Et en général, civil sur du très technique, donc de l'aéronautique, du médical, de l'énergie, donc également sur des secteurs à belle composante technologique, donc à marge intéressante. D'accord. Dans le domaine des startups technologiques duales dans lequel on investit, on a en fait une traction assez forte parce qu'on est dans le domaine de l'innovation. Donc on a des financements, par exemple par l'AID, l'Agence Innovation Défense, ou par le Fonds Innovation Défense, qui sont là pour répondre aux besoins de ces startups à nos côtés. Et donc on n'a pas eu véritablement de problème. Ensuite, les essais, les POC que les startups peuvent faire ne coûtent pas très très cher, donc sont aisément finançables par la DGA ou par les différents organismes de l'armée qui peuvent financer ce genre de choses. Donc on n'a pas cette problématique de la commande publique qui pourrait être coincée dans un tuyau lié à une dissolution quelconque d'un parlement. Très bien. Et sur cette fragilité de l'écosystème, justement, pas quelque chose que vous ressentez, vous, particulièrement?
Bah, je crois qu'il y a une tendance de fond qui est claire. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une situation où on a 450 millions d'Européens qui demandaient pendant des années à 350 millions d'Américains de les protéger de 240 millions de Russes. Bon, aujourd'hui, on sait que les Américains ne sont pas là, donc il faut bien qu'on se protège nous-mêmes. Donc je pense qu'on a encore, sur les 10 ou 20 prochaines années, à reconstituer notre défense pour être complètement autonome et souverain. Très bien, merci Michel. Et justement, Patrick, vous en parliez tout à l'heure, un des gros sujets aussi de l'aspect financiarisation de la défense, du coup, c'est les exits, les sorties. On sait que c'est un secteur, comme on l'a répété, qui est différent, justement avec les clauses de confidentialité, les FDI. Comment est-ce qu'on gère les exits dans ce secteur? Alors, un des sujets sur lesquels celui qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect brevet, en tout cas pour tout ce qui était nouvelles technologies. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Alors, l'État a certaines prérogatives dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais ça, c'est un des assets, des actifs importants dans les opérations, enfin, dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi. Sur la partie, on va dire, sortie et contrôle des investissements étrangers, pour en avoir discuté longuement avec plusieurs acteurs, dont la DGA aujourd'hui, en fait, c'est un faux problème. En fait, l'idée, c'est que d'abord, premièrement, il y a très peu de refus. Il n'y en a pas d'un ou deux par an, et c'est pour des sujets, enfin, c'est pour des raisons assez spécifiques. Le point, c'est premièrement d'être bien préparé, de choisir aussi ses potentiels acquéreurs. Hein. C'est pas non plus, il faut faire attention, on ne va pas aller n'importe où pour rechercher un acquéreur potentiel, puisque par exemple, l'État a refusé il y a 2 ans une cession, et l'acquéreur suivant a payé beaucoup moins cher que celui qui voulait en fait faire l'acquisition de l'entité concernée. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement l'État veut être certain qu'il y ait une continuité de son approvisionnement et une protection éventuellement de certains aspects techniques ou technologiques. Donc sur la continuité, il va s'assurer, alors le private equity, pour lui c'est de la continuité aussi, mais il va s'assurer qu'il y aura une pérennité et pas de disparition de l'actif, en tout cas du produit. Et deuxièmement, sur la partie technologique, il y a parfois des sujets assez spécifiques. On a parfois des carve-out, mais des entités qui sont spécialement dédiées à certains actifs ou activités. À ce moment-là, l'objectif aussi de l'État, c'est de permettre à la société de perdurer et de grossir. Merci Patrick, il nous reste 40 secondes, donc Maxence, si vous souhaitez conclure sur ce point des sorties. Pour compléter sur ce sujet, je pense qu'il y a un peu de fantasme sur le sujet lié à une méconnaissance en fait, des processus liés à l'État. Il est clair qu'il y a un champ réglementaire qui est contraint, mais nous, la manière dont on aborde le sujet, alors on n'a pas été encore confronté à une sortie puisqu'on est un fonds relativement jeune, mais on s'assure généralement que nos actifs aient un intérêt pour d'autres acteurs, soit industriels, si possible français, ou des fonds pour que notre liquidité soit assurée. Et encore une fois, comme l'a répété la personne de la DGA qui intervenait tout à l'heure, les refus sont rares et il n'est pas interdit de vendre à un étranger. Simplement, l'étranger devra remplir un certain nombre de conditions s'il veut acheter un actif français pour notamment assurer une continuité des approvisionnements pour les armées françaises, ce qui est normal. Et consulter la DGA avant de même Absolument. commencer le process, parce qu'elle va vous dire c'est prérequis, ou en tout cas les does et don'ts. Bien sûr. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi le Dealmaker Show sur Bismart. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.